Premièrement, l'eau, lorsqu'elle se transforme en une longue et lourde houle, peut transporter des villes entières, le tsunami en étant le parfait exemple. Dans l'océan profond, une telle vague est quasiment invisible. Sa hauteur est à peine perceptible, mais sa longueur atteint des centaines de kilomètres et sa vitesse rivalise avec celle d'un avion de ligne. Cependant, près de la côte, là où le fond marin s'élève abruptement, la vague se comprime, perd de sa longueur et se redresse, devenant une muraille qui projette une masse d'eau, de boue, d'armatures, de bateaux et de voitures comme un flot de gravats. En 2011, au large du Japon, des élévations d'eau de plus de 40 mètres ont été enregistrées par endroits, soit la hauteur d'un immeuble de 14 étages. Par ailleurs, le reflux qui précède le choc est un signal caractéristique mais trompeur, qui découvre parfois le fond sur des centaines de mètres. Une image encore plus saisissante de cette puissance est le méga tsunami de la baie de Lituya en Alaska en 1958. Un gigantesque glissement de terrain tombé dans un fjord étroit a propulsé l'eau avec une telle force que la vague a arraché la forêt à une hauteur d'environ 524 mètres au-dessus du niveau de la mer, laissant sur les pentes une cicatrice nue visible encore aujourd'hui. Il est important de noter que les tsunamis ne sont pas uniquement causés par les tremblements de terre. Les glissements de terrain, les éruptions volcaniques, la chute de masse glaciaire et même les impacts de météorites peuvent générer des impulsions similaires. Les réseaux modernes de bouées et les algorithmes satellitaires améliorent l'alerte précoce, mais la physique demeure impitoyable. Près des côtes, le délai entre la secousse et l'impact se mesure en minutes, pas en heures. L'eau ne brûle pas, ne se déchire pas, mais sa masse soumet tout. La destruction n'est pas créée uniquement par la hauteur de la crête, mais par la pression et l'élan, lorsque des dizaines de millions de tonnes déferlent dans les rues, transformant l'asphalte en lit de rivière et les bâtiments en un mélange friable que le courant emporte plus loin qu'on ne l'imagine. Deuxième fait. L'incapacité de comprimer l'eau à main nue donne l'illusion de la douceur, mais en technologie, elle agit à la fois comme un rasoir et un marteau. La découpe au jet d'eau est un procédé à froid, où un jet sous pression allant jusqu'à plusieurs milliers de bars est accéléré à des vitesses proches d'1 km par seconde et, rencontrant du sable de grenat, traverse l'acier, la céramique et le verre par balle comme s'il coupait du carton mouillé. Là où la pression et la vitesse sont extrêmes, la cavitation se produit. Une ébullition soudaine à micro-échelle. Les bulles de vapeur naissent en une fraction de milliseconde et implosent instantanément, frappant le métal avec des microjets et des ondes de choc, laissant des cratères et des piqûres comme si une surface avait été mâchée par des dents invisibles. Sur les hélices de navires, ces morsures se transforment en trous, réduisent l'efficacité et désagrègent les coques par vibration. Sur les turbines des centrales hydroélectriques, la cavitation accomplit en quelques heures ce que la corrosion ferait en des années. Un épisode frappant concerne les fortes lâchées de 1983 du barrage de Glen Canyon aux États-Unis. Les flux ont arraché des morceaux de béton dans les tunnels d'évacuation jusqu'à ce que les ingénieurs installent des aérateurs pour atténuer l'implosion des bulles. Dans les canalisations domestiques, un ennemi similaire se manifeste sous forme de coups de bélier. La fermeture instantanée d'un robinet frappe l'eau et cette onde de choc recherche la moindre faiblesse, pouvant briser une soudure ou arracher un manomètre. Les mêmes lois expliquent à la fois le sable fragile au pied des cascades où les bulles broient la roche et l'usure des injecteurs dans les moteurs où le carburant sous haute pression se comporte presque comme l'eau usinant l'acier. Un liquide silencieux, dans les bonnes conditions, acquiert le caractère d'un outil de coupe industriel et d'un bélier, et ce, grâce précisément à sa masse, sa vitesse et ses changements instantanés de pression. Troisième fait. Un ouragan tue rarement par le vent. C'est l'eau qui devient mortelle, lorsque le vent et la basse pression transforment la mer en un bélier lent. La chute de pression au centre d'un cyclone agit comme un piston géant. Pour chaque hectopascal de baisse, le niveau de l'océan monte d'environ 1 cm. À cela s'ajoute l'effet du vent qui pousse l'eau vers la côte, s'engouffrant dans les estuaires. Si le plateau continental est peu profond, comme dans le nord du golfe du Mexique ou dans le delta du Gange-Brahmapoutre, l'effet est amplifié. La vague de marée s'étend sur des kilomètres et avance comme un rouleau compresseur plat.
En 2005, sur la côte du Mississippi, l'ouragan Katrina a provoqué une montée des eaux d'environ 8 à 9 mètres. En 2013, le typhon Haiyan a inondé Tacloban, aux Philippines, avec 6 mètres d'eau de mer mêlée de débris. En 1970, une tempête cyclonique dans le golfe du Bengale a poussé l'eau vers les îles basses du Pakistan oriental si rapidement que, selon les estimations, des centaines de milliers de personnes ont péri. La subtilité réside dans le fait que l'échelle de Saphir-Simpson ne mesure que le vent, alors que la puissance destructrice réelle est mieux décrite par l'énergie cinétique intégrale de la tempête et la géométrie du rivage. Les baies, en forme d'entonnoir, la marée astronomique et la crue fluviale créent une inondation combinée, où l'eau arrive par le bas, par le haut et par les côtés simultanément. Ajoutez à ces mètres le ressac et l'impact soudain d'une longue vague, et le grenier d'une maison d'un étage se retrouve sous l'eau, ses poutres portant plus tard des algues marines et des filets de pêche. Les sons de cette montée ne ressemblent pas aux films de tempête. Ce n'est pas le rugissement du vent, mais un bourdonnement grave et un grincement, comme si un entrepôt entier de meubles était poussé sur l'asphalte. Et le plus dangereux est l'accélération. Lorsque l'eau franchit une digue ou une levée, elle se transforme en un courant rapide avec des centaines de kilogrammes de pression par mètre carré, emportant des blocs de scories, arrachant des pieux et atteignant d'une bifurcation de rue, elle se comporte comme une véritable rivière, trouvant un nouveau lit là où il y avait hier une ville. Le quatrième fait concerne des cours d'eau qui ressemblent moins à des vagues qu'à des avalanches, denses, lourds et rapides. Les lahars, coulées de boue volcanique, naissent lorsque les cendres et les débris se mélangent à l'eau des glaciers, des lacs ou des pluies torrentielles, se transformant en béton liquide. Le 13 novembre 1985, sur le Nevado del Ruiz en Colombie, une petite éruption de magma sous le glacier a suffi. Les émissions pyroclastiques chaudes ont fait fondre la glace et les lahars, à des vitesses pouvant atteindre des dizaines de kilomètres par heure, se sont précipités dans les vallées fluviales. La ville d'Armero, située à 70 km, fut ensevelie la nuit sous une masse de 4 mètres, causant la mort de plus de 20 000 personnes. Ces flux ont une densité supérieure à celle de l'eau, transportent des blocs, des troncs, des barres d'armature et accélèrent dans les sections étroites comme dans des tuyères. Les ponts s'effondrent comme ceux des enfants et le lit de la rivière, après leur passage, se retrouve plus haut que les champs environnants, tant de matériaux sont apportés par un seul épisode. Les ruptures de lacs glaciaires, lorsque la digue naturelle de moraine ou de glace cède, sont des parents des lahars. Les Islandais ont donné à ce phénomène leur propre terme, Jökulhlaup. Les réservoirs sous-glaciaires accumulent de l'eau pendant des mois, puis libèrent en une journée un débit comparable à celui d'un grand fleuve mondial. En 1996, une telle rupture après une éruption sous-glaciaire a emporté des ponts dans le sud de l'Islande et le pic de débit a été estimé à des dizaines de milliers de mètres cubes par seconde. Dans l'Himalaya, en 1985, la vidange soudaine du lac Digcho a détruit une centrale hydroélectrique en construction. Au Pérou et au Népal, des lacs similaires surveillent aujourd'hui régulièrement les vallées, et les ingénieurs installent des tuyaux de siphon pour purger les lacs à un niveau sûr et mettre en place une alerte précoce. L'ampleur de cette puissance est compréhensible par la géologie. Pendant l'ère glaciaire, les ruptures catastrophiques de l'ancien lac Missoula ont libéré, selon les estimations, des volumes tels que sur le plateau de Colombie, on observe encore des Gigantski ribi, des ondulations de la taille d'une maison, laissées par le recul du mur d'eau. Dans ce chaos liquide, il n'y a pas de carburant de fusée, seulement la masse, la pente et la gravité. Mais parfois, cela suffit à redessiner la carte en une nuit. Cinquième fait. Longtemps, les vagues tueuses ont été considérées comme une fable de marins, mais l'océan a répondu avec des instruments. Le jour du Nouvel An 1995, la plateforme danoise Dropner a enregistré un mur d'eau solitaire d'environ 25 mètres, du pied à la crête, nettement plus haut que la hauteur significative des vagues environnantes. Une telle vague est appelée anormale si elle dépasse de 2 fois le niveau moyen pour cette tempête. Et il ne s'agit pas de fantaisie, mais de la statistique des événements rares et de la physique de la superposition. Le vent gonfle la mer par un ensemble de vagues de différentes longueurs, et une fois les phases de plusieurs crêtes coïncident, s'additionnant constructivement en une pyramide. Le spectre de bandes étroites intensifie la non-linéarité, développant la soi-disant instabilité de modulation, où l'énergie fusionne en un seul impulsion roi.
Un focus supplémentaire est créé par les courants. Dans les zones où les flux opposés, comme le courant des aiguilles, freinent la houle de tempête entrante, les longueurs d'onde raccourcissent, la pente augmente et la crête formée devient redoutable, comme un marteau-piqueur. Contrairement au tsunami, ces vagues, nées du vent et de la statistique, apparaissent en haute mer sans précurseur. Elles sont courtes en longueur, mais abruptes, avec un soubassement vertical qui s'écrase sur les ponts et les hublots depuis la hauteur d'un immeuble de plusieurs étages. Au cours des dernières décennies, les radars satellites et les réseaux de bouées ont recueilli des dizaines de relevés fiables, et les rapports des capitaines ont reçu une confirmation technique. Les fenêtres de la passerelle, installées à des dizaines de mètres de hauteur, ont été soufflées, et les superstructures avant, conçues pour une tempête normale, ont reçu une eau verte en salve, un flux continu qui tord les mains courantes comme du fil de fer. Les normes de conception pour les navires et les plateformes offshore prennent désormais en compte les probabilités de telles décharges, et les prévisions de houle incluent désormais des produits sur la probabilité des vagues de velours, rares mais réelles. La mer n'est pas obligée d'être lisse, même au sein du chaos. Parfois, elle empile tous les os de dominos en une seule tour, et cette tour, même pendant des dizaines de secondes, devient le mur d'eau le plus puissant de la planète dans un rayon de centaines de kilomètres. Sixième fait. Les marées correspondent au moment où la Lune et le Soleil, sans toucher l'eau, soulèvent et abaissent des mers entières. La puissance ne réside pas dans la hauteur de la crête, mais dans le tonnage qui est déplacé encore et encore selon un calendrier précis. Dans la baie de Fundy, où la géométrie de la baie entre en résonance avec le cycle semi-diurne, l'amplitude du niveau atteint, selon diverses estimations, jusqu'à 16 mètres. Le fond est sec le matin et un chenal profond le soir et vice-versa. Là où l'onde de marée est forcée dans un chenal étroit, elle se brise en un ressaut hydraulique créant un mascaret, un mur frontal qui remonte le fleuve. Sur le fleuve Qiantang en Chine, on l'a surnommé le dragon d'argent. En une demi-minute, la surface calme se transforme en une crête bouillonnante qui avance à la vitesse d'une voiture. Et chaque méandre du cours d'eau répond par un grondement sourd. Le pororoca de l'Amazone résonne dans les mangroves, coupant les buissons et les racines. Ici, après son passage, il reste sur les rives une ligne fraîche de rupture comme une marque de craie du niveau de l'eau sur le mur. Dans les goulets marins étroits, les marées concentrent la vitesse en un courant. Le Saltstraumen norvégien propulse 2 fois par jour des volumes comparables à des centaines de millions de mètres cubes à travers le détroit. Et en pleine force du courant, des tourbillons tournent comme des mélangeurs industriels. Ce ne sont pas des trous dans la mer, mais des nœuds de cisaillement de vitesse, où les couches superficielles se déchirent et s'enroulent en donuts de la taille d'une maison. Les pêcheurs et les pilotes connaissent les fenêtres de quelques minutes d'eau morte entre la marée montante et la marée descendante lorsque le flux faiblit. Si vous les manquez, même un moteur puissant tirera le bateau sur place comme s'il était attaché à un élastique. Cette même force est un rêve pour les ingénieurs. Les centrales marémotrices placent des turbines dans l'axe. L'eau travaille dans les deux sens, comme la respiration géante de la planète. Mais la poésie de l'ingénierie côtoie le danger. Les niveaux saccadés tirent sur les câbles d'ancrage, déchirent les quais mal arrimés et l'érosion côtière, en accélérant les courants, ronge l'argile et le sable, creusant des cuvettes sous les murs de soutènement. Les tourbillons et les mascarets semblent des miracles, mais ils ont un programme précis, les phases de la Lune, les profondeurs, la forme du lit, et c'est précisément pour cela qu'ils sont si impitoyables. Ils arrivent à l'heure, mais repartent en emportant tout ce qui se trouvait sur leur passage. Le septième fait est que l'eau possède un moyen secret de déplacer les montagnes tout en restant invisible à l'œil. Les avalanches sous-marines de boue ou courants de turbidité. Il ne s'agit ni d'une vague côtière, ni d'une marée. C'est une suspension de sable, de limon et de débris qui, étant plus lourde que l'eau environnante, glisse le long des pentes sous-marines comme du béton liquide. Cette rivière dans l'océan peut filer à des dizaines de kilomètres par heure, creusant dans le fond des canyons aussi haut que des gratte-ciel et les étendant sur des centaines de kilomètres depuis la côte. L'exemple le plus frappant concerne les câbles. En 1929, après un tremblement de terre près des Grands Bancs de Terre-Neuve, un courant sous-marin a sectionné successivement une dizaine de lignes télégraphiques. L'heure de coupure de chacune a permis aux ingénieurs de calculer la vitesse et la portée de l'avalanche. Près d'un siècle plus tard, des épisodes similaires affectent les modernes artères de fibre optique.
De puissants écoulements d'eau trouble depuis les embouchures de grands fleuves et des éboulements sur les pentes du plateau continental ont déclenché de longues marches turbides qui ont parcouru pendant des jours des lits de camions sous-marins et rompu des câbles à des profondeurs de kilomètres. Ces mêmes flux ensevelissent les pipelines sous-marins, entraînent les systèmes d'ancrage des plateformes vers des dépressions et déposent des gâteaux bien nets de sable et de limon. Les géologues les appellent turbidites et, à travers leurs couches stratifiées, ils lisent les catastrophes passées comme on lit des carottes dans les archives de la planète. Un détail mécanique important. Plus la suspension est dense, plus elle est stable et plus longtemps elle conserve son inertie. Une seule impulsion, un séisme, un glissement de terrain, une éruption ou une crue extrême, et toute la masse se déclenche, transformant les pentes de la marge continentale en une piste de ski géante pour la boue. Et bien qu'à la surface le temps soit calme, en profondeur se produit une sorte de tsunami inversé. Pas une vague venant d'en haut, mais un flux lourd venant d'en bas, capable d'arrêter Internet dans une région entière pendant 1 heure et de redessiner le relief du fond océanique de telle sorte que de futures avalanches suivront les nouveaux canyons. Fait numéro 8. Il existe des vagues quasi invisibles, mais plus hautes qu'un gratte-ciel, les vagues internes dans un océan stratifié. Une couche supérieure, chaude, salée et légère, repose sur une couche inférieure, froide et plus dense. La limite, le thermocline, agit comme une surface sous-marine et sur elle courent des vagues avec des amplitudes de dizaines voire de centaines de mètres. Dans les détroits et sur les pentes, où la marée comprime et étire les couches, naissent des solitons, des bosses solitaires qui avancent à la vitesse d'une voiture avec des kilomètres de long. Sur les images satellites, elles se lissent comme de longs zèbres. L'alternance de bandes sombres et claires est la trace de zones de compression et d'expansion, où la rugosité change et où s'accumulent des films de substances superficielles. Derrière ce graphique se cache une force brute. Une vague interne qui surgit sur le plateau continental provoque une cascade sous-marine, retourne la colonne d'eau, élève les eaux nutritives à la surface et modifie instantanément le thermocline. Les plongeurs ressentent un couteau froid leur parcourant la peau. Le navigateur ne voit que de l'eau calme, mais à cette profondeur, les câbles et les lignes d'ancrage des plateformes subissent des charges brusques et pulsantes. Les planeurs autonomes et les bouées sont déviés de leur trajectoire et un sous-marin peut être soulevé ou abaissé de dizaines de mètres en quelques minutes. Dans des points comme le détroit de Luçon, ces vagues sont comme des artistes en tournée, selon le calendrier lunaire. Chaque nuit, elles jaillissent par paquets vers la mer de Chine méridionale et parcourent des centaines de kilomètres jusqu'à se désintégrer en un train de crête plus petite. Globalement, ce phénomène a deux aspects, l'un dangereux pour l'ingénierie et la navigation, l'autre créatif pour les écosystèmes. Les vagues internes nourrissent les mers. Leur mélange initie des floraisons, pousse la nourriture vers le plancton et derrière lui viennent poissons et oiseaux. Mais si vous installez une plateforme, posez un câble ou planifiez des plongées, vous ne pouvez ignorer cette puissance invisible et ce relief de l'eau. L'océan peut être calme en surface, mais en dessous se déploie une véritable chaîne de montagnes de densité mouvante. 9e fait. L'eau peut se rebeller sans tremblement de terre. La forme même du rivage et les caprices de l'atmosphère créent d'immenses balançoires dans les baies et les lacs. Ce sont les seiches, des oscillations stationnaires du niveau où toute la masse d'eau commence à se déverser lentement d'un bout à l'autre, comme de la soupe dans une casserole après une secousse brusque. Le coup de pouce est donné par des rafales de vent ou des sauts de pression. Une crête atmosphérique marche sur l'eau et si la vitesse de la perturbation est proche de la vitesse d'une onde longue dans ce plan d'eau, la résonance se produit. Chaque nouvel élan tombera dans le rythme et agitera la surface de plusieurs mètres. Les baies étroites et les lacs longs sont particulièrement vulnérables. Contre le mur, il y a un ventre à amplitude maximale, au centre un nœud avec une ligne presque immobile. C'est ainsi qu'ont eu lieu les coups soudains sur les grands lacs lorsque, après le passage d'une ligne orageuse vers Chicago ou Duluth, l'eau s'est retirée du rivage en quelques minutes et est revenue comme une marche continue de plusieurs mètres de haut. Dans les mers, un parent de la sèche agit, le météo-tsunami, une onde longue d'une onde barométrique et d'un coup de vent qui est poussée dans les baies et les marinas. Aux Baléares, on l'appelle rissaga. Par une journée calme, les amarres commencent à chanter, les yachts frappent sourdement les pontons et les marqueurs de niveau dessinent des dents de scie, des dizaines de centimètres par minute, parfois des mètres.
En Adriatique, un marobio similaire surprend encore et encore les ports de pêche. Le ciel est bleu, mais dans la baie, il y a un escalator gris et bouillonnant. Le danger ici n'est pas dans la crête, mais dans la répétition. Après le premier pic, il y a un recul, puis une nouvelle montée, et ainsi pendant des heures. Les amarres se rompent, les bites sont tordues, les bateaux convergent et divergent en ciseaux, l'eau, comme un pendule géant, cherche l'équilibre et ne le trouve pas. Les ingénieurs luttent contre la résonance par la géométrie des jetées et des amortisseurs, les météorologues déploient des réseaux denses de baromètres. Mais la ruse réside dans l'amplitude des déclencheurs. Un front orageux qui rebondit à des dizaines de kilomètres, un saut de pression dans un front froid, la coïncidence de phase avec l'onde longue de marée. Contrairement à un tsunami tectonique, il n'y a pas ici de secousse après laquelle tout le monde attend la vague. Ici, le chef d'orchestre est l'air, et quand il joue la bonne note, tout le plan d'eau répond par un grave profond et très matériel. 10e fait. Les courants les plus dangereux et les plus laborieux près du rivage ne sont souvent pas visibles sur les cartes postales. Les courants de retour et la dérive littorale remodèlent silencieusement les côtes, déplaçant des millions de tonnes de sable et emportent les personnes qui prennent une surface lisse pour un endroit calme. La mécanique est simple et impitoyable. Le ressac pousse l'eau vers la terre, la barre près du rivage la retient, et la masse excédentaire cherche une issue, trouvant une porte entre les bancs de sable près d'une jetée ou dans une brèche et jaillit vers la mer en un mince filet. La vitesse est celle d'un nageur fort ou plus. En surface, une bande mate sans écume, dans laquelle des rubans d'algues et d'écume s'étirent obstinément depuis le rivage. Ce n'est pas un tourbillon ni un fond aspirant, c'est une pompe horizontale qui entraîne sur des dizaines, parfois des centaines de mètres, et c'est seulement ensuite que le courant se disperse, et c'est là qu'on peut tranquillement s'écarter. Parallèlement, le déferlement oblique des vagues lance un convoyeur éternel, le courant littoral, qui découpe le bord côtier, creuse des canaux dans un village et en construit un autre, formant un cordon littoral. De là naissent de longs cordons et des îles barrières qui migrent de mètres par an et se déplacent par bonds lors des tempêtes. Un overwash nocturne jette une langue de sable par-dessus la dune et le lendemain, la carte est déjà différente. L'isthme de Courlande, les deltas et lagunes de la Baltique orientale, les archipels rocheux de la mer du Nord, tous vivent dans cet équilibre de transport. Les digues de protection, les épis et les brise-lames ne font que rediriger le flux, accumulant le sable du côté sous le vent et découvrant le gravier du côté au vent. Tout nouveau port modifie les plages voisines, comme une pierre dans un ruisseau de montagne modifie les courants. D'un côté, une poche calme, de l'autre, un courant accéléré et l'érosion. Et cette machine silencieuse est plus puissante qu'une tempête unique. Une tempête crie et s'en va, mais les courants de retour et le convoyeur littoral agissent presque tous les jours, redessinant la ligne de terre mètre par mètre. Pour l'homme, cette puissance est insidieuse, car elle ressemble au calme. On la reconnaît au dessin de l'écume, à une étroite route entre les moutons. Et la seule stratégie intelligente est de sortir du courant latéralement, de ne pas lutter contre la pompe de front. Ainsi, l'eau, en l'absence de toute explosion, remodèle le continent lentement et selon les instructions, sans demander la permission.